Président. Bonjour à tous et à toutes. On m'entend là ? Donc en effet, je vais vous parler donc du passé, enfin le titre de mon exposé est donc le passé franco-algérien dans les manuels scolaires d'histoire algérien. Donc le temps m'étant imparti n'étant que de 15 minutes, je vais essayer d'aller vite. Donc tout d'abord, je vais commencer par vous brosser un tableau assez rapide du système scolaire algérien pour que vous puissiez un petit peu situer dans son contexte l'enseignement de l'histoire. Dans son contexte, c'est-à-dire en Algérie, l'enseignement de ce passé commun, donc franco-algérien, ou plus simplement donc, de la colonisation et de la décolonisation de l'Algérie. Alors tout d'abord, pour introduire ceci, s'il paraît évident à tout le monde que l'État algérien actuel, ou en tout cas depuis l'indépendance, se légitimise à partir de la guerre d'indépendance justement et de la décolonisation, c'est-à-dire qu'il puise toute cette légitimité du FLN qui a mené cette guerre de libération. Il paraît aujourd'hui également évident que le besoin d'un retour à une histoire, à une réécriture de l'histoire, est assez important au sein même de la société algérienne. C'est pourquoi le gouvernement en place actuellement tente justement une réécriture, ou en tout cas une démocratisation de l'écriture de cette période, de cette période coloniale. En effet, depuis 1962, l'État algérien avait mis cette réécriture, on va dire, pour reprendre les termes de Marc Ferraud, l'histoire sous surveillance. Néanmoins, aujourd'hui, le gouvernement algérien, je vous le disais, tente une réécriture, notamment en réintroduisant des phases de cette colonisation ou surtout de la guerre d'indépendance qui avait été jusque-là totalement occultée et totalement absente de l'histoire institutionnelle et donc officielle. À propos du système éducatif algérien, jusqu'à la rentrée 2003-2004, nous avions un système qui était dit fondamental, qui comprenait 6 années d'école primaire, sachant que l'étude de l'histoire commençait en 5e année primaire, c'est-à-dire que ça allait de la première à la 6e année. Donc en 5e année, nous commencions par étudier la guerre d'indépendance, c'est-à-dire que les enfants qui étaient âgés d'à peu près 8-9 ans apprenaient l'histoire à partir d'une guerre d'indépendance et d'une guerre violente et sanglante. J'y reviendrai un peu plus tard. Par la suite, nous passions dans un deuxième temps, en 6e année, à la colonisation française en Algérie. Et puis pour après entamer dans les classes de collège, 7e, 8e année, une histoire un petit peu plus globale et l'étude des civilisations qui se sont succédées dans le bassin méditerranéen. Puis, en 1992, pour la première fois, la classe de 9e année, la dernière classe de collège, avait enfin pour la première fois un manuel scolaire. Jusque-là, en fait, l'histoire était étudiée à partir de circulaires ministériels et donc le cours était fait à partir en fait, on ne sait pas exactement, en tout cas pas de manuel scolaire. Première grande démocratisation justement à cette date, étant donné que ce premier manuel de 9e année qui s'intéressait assez particulièrement en fait à la guerre d'indépendance, introduisait pour la première fois les grandes figures historiques du mouvement national algérien, soit à la période entre deux guerres, après 1945, notamment des personnages comme Messali Hadj ou Ferhat Abbas qui étaient découverts pour la première fois par les élèves algériens. Et je parle de l'ensemble du cursus en fait. Donc c'est la première fois qu'on les découvrait et ils étaient introduits en 9e année. Et enfin, on découvrait pour la première fois les noms des 22, les noms du membre du CRUA, du CNRA ou encore tout simplement du GPRA. Ensuite, il y a les classes de secondaire, première, plutôt on va dire en Algérie c'est première AS, deuxième AS, troisième AS, correspondant à la seconde, première et terminale, sachant que
Donc, pour la première, enfin, l'étude de la guerre d'Algérie n'était faite qu'en classe de terminale, et ce n'est qu'à partir de 2001-2002 qu'on introduira également l'étude de la période entre deux guerres, l'incluant dans un contexte beaucoup plus global des décolonisations, donc la période justement des mouvements, de l'entre-deux-guerres et de l'après 1945, pour ensuite entrer dans la période donc de la guerre de libération. Donc c'est un manuel qui est très intéressant, étant donné qu'il va venir renforcer l'apprentissage des figures historiques de la révolution algérienne, et pour une fois, donc il va y avoir, on va axer un petit peu moins la lutte pour l'indépendance en Algérie, sur la violence. Pour une fois, enfin, ce sera la première fois qu'on parlera en effet du mouvement politique et intellectuel en Algérie, de la résistance politique et intellectuelle. Voilà, donc pour la conception des manuels scolaires, donc c'est l'IPN, donc l'Institut pédagogique national, qui est en charge de la conception et de l'édition des manuels scolaires algériens, sachant que c'est un manuel unique pour chaque classe. Donc, ça n'est pas comme en France où vous pouvez avoir le choix entre plusieurs manuels, et on les choisit dans les établissements. En effet, donc, pour l'année 2003-2004, plus de 25 millions d'ouvrages ont été conçus à l'intérieur de l'ONPS, qui est issu depuis 1990 de l'IPN. Donc il y a eu une restructuration. Donc à la rentrée 2002-2003, de grands changements du système éducatif national ont été effectués, notamment donc on a essayé de confier pour la première fois l'édition des manuels scolaires algériens à l'édition privée. Donc une tentative par rapport au manuel d'histoire a été faite également, si ce n'est que la conception des manuels a été retirée au bout de 6 mois à l'édition privée. Le ministère de l'Éducation nationale a prétendu ou dit simplement que c'était parce que ces éditeurs n'avaient pas respecté les cahiers des charges proposés. Donc aujourd'hui, les manuels d'histoire, de géographie, d'éducation religieuse, de littérature arabe et de philosophie pour les classes de terminale sont revenus à l'édition ministérielle, donc sont toujours conçus à l'intérieur du système lui-même. Alors, à propos donc je vous ai parlé déjà une première fois de l'introduction des figures emblématiques du mouvement nationaliste algérien, du mouvement national, et donc des acteurs de la guerre de libération en Algérie. Je vous ai dit donc qu'en 1992, pour la première fois, il y avait une introduction de ces figures, donc qui sont revenues également dans les manuels proposés à partir des années 2000. En fait, c'est vraiment une adaptation du gouvernement en place aux événements qui se sont produits en Algérie depuis la fin des années 80. En effet, nous allons également réintroduire ce concept de pluralisme politique, de réflexion également, parce que jusque-là, en fait, on expliquait simplement la lutte du peuple algérien qui était constitué, en fait, qui était expliqué comme un tout constitué. En fait, on va distiller cette idée à travers les manuels scolaires que l'Algérie était quelque chose était une entité existant de tout temps, et donc on va évidemment pas parler de la constitution de l'Algérie après l'indépendance, dans la colonisation, mais simplement de l'union d'un peuple algérien derrière le FLN-ALN pour la lutte, mais qui va être une continuité d'une lutte qui est ancestrale contre toutes les colonisations, toutes les invasions que va subir donc, le Maghreb et l'Algérie plus particulièrement. Alors, à propos justement de la réintroduction des figures nationalistes, donc pour la première fois en 1992, par exemple, nous allons découvrir la figure de Boudiaf, et pour cause, c'est le moment auquel donc, il va revenir en Algérie. Donc, pour la première fois, les élèves algériens vont entendre parler du père de la Révolution, en fait, parce que là, du coup, il va être présenté comme tel. Dans le même temps, en fait, nous allons également entendre parler du père
du mouvement nationaliste et de l'idée de l'indépendance, donc Messali Hadj, qui va être également réintroduit. Évidemment, on ne parlera pas par la suite du MNA et donc des crises intestines, des guerres intestines qu'a pu connaître le mouvement nationaliste algérien, même si un très court texte va parler donc de la crise du MTLD et donc de la constitution par la suite du FLN-ALN et du passage à la révolution. Donc évidemment, vont être occultées toutes les guerres intestines au sein du mouvement national et des personnalités telles que Aban Ramdan, qui par contre est présenté depuis les années 80 dans les manuels scolaires. Simplement, il va être présenté comme un shahid, c'est-à-dire qu'on va insinuer qu'il a été assassiné ou qu'il est tombé en martyr sous les balles françaises. Et c'est toujours le cas donc, dans les manuels actuels. Une autre figure intéressante, c'est donc l'introduction de Ferhat Abbas. Donc, tout à l'heure, je parlais bien de Messali Hadj, je ne me suis pas trompée. Oui, d'accord. Donc, de Ferhat Abbas. Donc, jusque dans les années 90, en effet, celui-ci va être présenté comme un assimilationniste, donc avec une connotation très péjorative, donc aux côtés de Bentami et de Benjaloul. Par la suite, un texte, donc à partir de 2000, un texte dans le manuel de 2e AS, en fait, va réhabiliter le personnage la personnalité de Ferhat Abbas. En effet, un petit texte donc une biographie plutôt de Ferhat Abbas va être conclu donc par une petite phrase intéressante. Donc il dit tous les grands hommes ont pu commettre des erreurs. Donc c'est tout de même quelqu'un qui a fini par rejoindre donc la lutte pour l'indépendance. Donc il sera totalement réhabilité et on lui pardonnera donc ses erreurs. En précisant bien que par la suite il sera donc président du GPRA. Donc les oulémas par contre, donc ils ne seront jamais, par contre, présentés, par exemple, comme assimilationnistes à aucun moment. En fait, on va même les présenter comme étant les fondateurs de l'idée, donc les pères de l'idée d'indépendance, même si à certains moments on insinuera quand même qu'ils n'avaient pas donc d'activité politique à proprement parler. Donc à partir des années 20-30. Évidemment, la figure que l'on retrouvera le plus souvent dans les manuels scolaires sera, pour commencer, l'émir Abdelkader. L'émir Khaled n'apparaîtra que dans les derniers manuels, étant donné que lui axera donc son travail sur une lutte plus intellectuelle, en fait, qui n'arrange pas forcément cette idée, qui ne sert pas cette idée donc de lutte par la violence. Par la suite, évidemment, nous retrouverons la figure donc je vous le disais, de Messali Hadj aux côtés de celle de Ferhat Abbas. Je suis trop proche, d'accord. Et quand il faudra rompre donc avec cette figure de Messali Hadj, donc pour contrebalancer son charisme, donc c'est ce qui sera fait en fait de tout temps dans les manuels scolaires. On ne parlera que d'un seul héros en fait, qui est le peuple lui-même. Donc un seul héros, le peuple, c'est le credo de tout temps dans les manuels scolaires. Même si je vous le disais, donc on mettra en avant quand même la figure de l'émir Abdelkader et par la suite de Cheikh Abdul Badis, qui sera présenté très régulièrement dans les manuels, notant tout de même que dans les derniers manuels, en fait, ces portraits seront effacés de plus en plus, donc pour faire place à des figures plus récentes donc de la lutte pour l'indépendance du coup. Alors, l'iconographie maintenant, très rapidement je pense, oui. Donc évidemment les manuels donc de primaire sont très fournis en photographie, en images tout simplement. Une chose à noter qui est très importante, c'est que les images dans les manuels scolaires sont très rarement référencées. Il y a très peu de notices, donc généralement la seule chose qu'on dit c'est musée des Moudjahidines. Donc j'ai pu comprendre, on m'a expliqué également que certaines de ces photos étaient issues de montages, mais on les retrouve toujours dans ces manuels. Donc ce qui frappe dans l'enchaînement de ces images et photographies qui sont proposées, c'est qu'elles sont choisies en fonction de contrastes
donc oppresseur, opprimé, répression, résistance, force brutale, courage et détermination, voire même opulence et misère sociale. Donc des images de Colan par exemple, avec des images de Colan dans de très, très belles fermes, à côté d'images de la misère dans le bled en fait, dans les villages algériens musulmans. Voilà, alors dans certaines, ce qui va être complètement en contradiction finalement avec les images, donc les éléments d'humanisme développés dans certaines parties du programme. Nous allons également avoir certaines photos illustrant la violence, la torture ou encore la misère, je vous le disais, donc, du peuple algérien, de façon très crue. Donc notamment une image en classe de 5e année, donc, je vous le rappelle, proposée à des enfants de 8-9 ans, donc une image d'un visage brûlé au napalm, ou encore une image, donc pareil, apparemment montage, de la torture, sachant qu'évidemment on n'a toujours pas d'image réelle illustrant donc la torture. Là, c'est une image de la Gégène en fait. Et donc voilà. Ensuite, donc, je vous le disais, cette réintroduction des images des acteurs de la révolution algérienne, donc notamment des négociateurs déviants. Donc néanmoins, il n'y a toujours pas de notice. Donc on dit simplement les négociateurs déviants. Donc on ne sait pas qui ils sont. Voilà. Donc je pense que j'ai plus vraiment beaucoup de temps. D'accord. Donc je vais aller assez vite. Donc de manière générale, on va consacrer l'histoire de l'Algérie aux martyrs de la Révolution. Donc ceci s'inscrit dans une politique bien établie. En 1974, le président Boumedienne, le 8 mai 1974, le président Boumedienne déclarait d'ailleurs donc l'histoire de l'Algérie, particulièrement celle de la guerre de libération, ne doit pas être consacrée aux vivants, mais doit glorifier les morts. Donc ceci est un compte-rendu d'une déclaration qu'il avait fait à Majallat al-Tahrir, donc le 2 novembre, dans le numéro du 2 novembre 1975. Non, le numéro 2, pardon, en novembre 1975. Donc, pour finir, je dirais simplement en fait que encore et toujours on inscrit la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Déjà on fonde la nation algérienne dans cette lutte et cette résistance aux invasions quelles qu'elles soient, mais plus précisément donc à la lutte contre la colonisation française. On légitime le pouvoir actuel, donc le FLN jusqu'à la fin des années 80 et donc les successeurs actuels, donc dans cette lutte pour l'indépendance. Donc tout le monde se revendique, enfin évidemment. Voilà, je vais passer simplement à la fin en fait, à la lecture des manuels d'histoire. Donc nous nous trouvons confrontés à une réalité qui a déjà été évoquée donc, par Mohamed Harbi, donc qui parle de 3 mythes fondateurs concernant l'écriture de l'histoire et de la guerre d'indépendance. Donc il y a tout d'abord le mythe de la table rase, de tout ce qui existait avant 1945, puis le mythe d'un peuple homogène en Algérie, et enfin celui d'une révolution faite par des paysans. Donc nous noterons toutefois que s'il existait jusqu'à ces dernières années ce mythe, donc s'il était juste de parler du mythe de table rase de l'histoire des périodes antérieures à la guerre d'indépendance, c'est de moins en moins le cas dans les nouveaux manuels, donc notamment depuis l'introduction du manuel de 2e et de 9e année. En effet, ceci donc revalorise la résistance armée pendant la deuxième moitié du 19e siècle, mais surtout la résistance politique qui s'en est suivie au 20e siècle. Donc en effet, dans les manuels de 2e AS, la période coloniale antérieure à la guerre de libération est abordée en 10 chapitres, hein, aucun autre manuel n'accorde autant de place ou de chapitres à une même période. En fait, depuis l'introduction de ce manuel, la période antérieure à 1954 bénéficie en tout de 37 chapitres sur l'ensemble des manuels scolaires algériens, alors que 27 chapitres seulement sont consacrés à la guerre de libération, enfin je dis seulement en comparaison. Ce qui représente donc un énorme changement, d'autant que l'ancien manuel de 2e AS ne consacrait en réalité que 4, contre 10 maintenant, à l'histoire de l'Algérie.
Donc, à propos de la valorisation, donc le deuxième mythe, la valorisation de la résistance armée, de la dépréciation relative à l'action politique. Donc, dans le manuel de 6e année, il est proposé un tableau récapitulatif de la résistance algérienne entre 1830 et 1962, qui s'arrête donc en 1916-1917, date de l'insurrection des Aurès, laissant un vide concernant l'action politique, considérée stérile entre 1916 et 1945. Donc, pour reprendre à la date du 8 mai 1945. Les deux autres mythes dont parle Harbi sont totalement confirmés dans les manuels qui renvoient l'image d'un peuple constitué principalement de paysans unis derrière le FLN. Et les manuels algériens donc transforment et réduisent toute l'histoire nationale en une épopée de résistance contre les puissances coloniales qui se sont succédées en Algérie. En effet, donc, des forces dangereuses ou forces du mal sont désignées plus ou moins directement dans ces manuels. Donc ces forces viennent autant des nations étrangères où se situent au sein même de la nation, et le comble du mal est atteint dans la guerre civile ou dans les luttes intestines qui déchirent la nation et qui vont être effacées de la mémoire officielle et donc des manuels scolaires. Donc l'exemple de la lutte FLN-ALN, donc MNA, ou encore la crise de l'été 62. À l'exception donc des exemples de trahison de la patrie à la nation et à la nation, donc l'image des harkis, mais l'image du mal absolu, donc celle du meurtre entre frères ennemis, va être distillée au fur et à mesure du récit, mais toujours dans un seul sens qui arrange et crédibilise et légitimise le pouvoir. Et donc on exclura totalement les assassinats politiques et autres règlements de compte au sein du FLN-ALN, quitte à laisser certaines erreurs se glisser dans ces manuels. Donc pour conclure, je dirais simplement que le manuel construit un univers émouvant de bons et de mauvais objets, les uns porteurs de vie et de liens gratifiants, les autres porteurs de menaces et de dissolution. La nation incarne donc ces formes de vie auxquelles l'enfant est appelé à s'attacher, les ennemis, qui sont les ennemis. Les forces adverses symbolisent les mauvais objets que l'enfant est appelé à craindre et à haïr. Et le manuel fonctionne comme dispositif transférentiel dans lequel l'enfant s'est engagé, aliéné dans un système affectif intense, et l'identité transmise à l'enfant par ce billet est immédiatement une identité valorisante. Donc l'histoire de la nation désignant le lecteur comme membre de la communauté le désigne comme porteur de cette communauté idéale et détenteur personnel de cette dignité d'appartenance. Donc le moi ou le nahnu est implicitement désigné comme porteur des images nationales, comme emblème vivant de la nation, mais n'est-ce pas justement le propre du manuel scolaire en tant que transmission, outil de transmission de mémoire. Merci.